cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Nous sommes le lundi 10 mars 2025. Vous êtes sur ESAE Télévision. Décrypter l'actualité internationale pour vous, c'est notre devoir. Et nous le faisons d'ailleurs tous les lundis. Ce lundi, le Ghana, le Gabon, la Bosnie-Herzégovine, la Syrie et les États-Unis sont au menu. Pour en parler, je reçois Martial Akwete, analyste géopolitique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana et bonsoir aux téléspectateurs. Également avec nous, il est revenu dans la team après plusieurs mois d'absence, Cyril Nguyen-Gantiassé. Bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste et bonsoir nos nombreux téléspectateurs et bonsoir mon copanéliste. Alors, je l'ai dit, le Ghana s'invite au débat. Mission dans les pays de l'AES pour John Dramani Mahama, président ghanéen. Démarrage de la tournée triangulaire du président ghanéen dans les pays de l'AES. Martial. Bien sûr, cette visite diplomatique ou cette tournée diplomatique s'inscrit parfaitement dans sa logique où la sous-région ouest-africaine traverse une certaine crise d'intégration marquée par le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Mais l'importance est de maintenir le dialogue, la discussion entre les deux parties. C'est bien dans cette logique que s'inscrit le président ghanéen qui n'a pas manqué de faire savoir déjà pendant les périodes de campagne qu'il fallait réinventer l'intégration et qu'il fallait maintenir le dialogue avec les États de l'AES. Alors, il faut savoir, la question que l'on se pose, c'est de savoir si cette tournée diplomatique va porter ses fruits ou quelles pourraient être les retombées de cette tournée diplomatique. Alors, sur la forme déjà, il faut déjà constater que les trois pays quand même l'ont accueilli assez chaleureusement, ce qui est déjà un bon départ, étant donné que ces pays-là même ont manifesté une certaine souplesse désormais à l'endroit de l'institution, malgré l'institution du passeport, de l'espace AES, du drapeau, bien sûr, tout ça. Ils savent que, ils sont bien conscients du fait qu'ils ne peuvent pas avancer dans cet espace régional sans bien sûr rester en contact avec les autres membres restants de la CEDEAO. Et je pense que c'est déjà une bonne démarche et le dialogue sera maintenu certainement entre les deux institutions. Alors justement, en parlant du maintien du dialogue, vous qui êtes quand même expert en questions électorales et qui connaissez bien cette sous-région CEDEAO, dites-nous un peu pourquoi est-ce que la CEDEAO tient-elle à ramener les trois pays dans le giron? Oui, merci Madame la journaliste. Je pense que il faudrait d'abord signifier de nos jours que la cassure qu'il y a eu entre les États de l'AES et la CEDEAO, l'espace CEDEAO, était claire. C'était clair parce que je pense que la CEDEAO, dans sa charte, n'avait pas, comme toutes les chartes d'ailleurs, n'avait pas priorisé les coups d'État. Alors, dans les coups d'État étant arrivés, il était tout à fait normal, si les règles du jeu étaient respectées, qu'on puisse demander un retour à l'ordre constitutionnel. Mais la forme qui a été pratiquée n'avait pas été d'une forme assez acceptable. Parce que le fait de laisser des âmes innocentes mourir, parce qu'il faut ramener quelqu'un, un individu à un poste donné, je pense que c'était mal calculé. Alors, dans les raisons qui ont été évoquées pour que les trois États de l'AES puissent décider de se retirer de la CEDEAO étaient fondées. C'était bien fondé. Et je pense que la CEDEAO même avait perdu déjà ses objectifs. Parce que la CEDEAO telle que
les choses étaient définies, c'était justement un pouvoir qui devait être remis au peuple de cet espace pour s'exprimer, alors qu'il n'y avait pas cette expression. La preuve, nous qui circulons justement dans ces zones, avions constaté par le passé que même les frontières étaient assez poreuses et n'étaient même pas d'ailleurs filtrées. Et donc, il y avait vraiment un laisser-aller, les tracasseries policières et tout. Donc, les uns et les autres, donc, s'étaient résolus à comprendre que la CEDEAO n'était qu'un club d'amis, des chefs d'État, qui se disaient des choses de manière bâclée et qui n'avaient pas d'impact sur les populations. Donc, aujourd'hui, je pense, un tant soit peu, que cette démarche même, qui aujourd'hui est celui de vouloir ramener l'AES au sein de la CEDEAO, pour moi, d'office, c'est caduc. Mais on peut plutôt réaménager le vivre ensemble habituel qui, justement, dans l'espace, ne va pas en découdre avec les habitudes que les populations avaient, celui-là d'avoir des échanges internes, puisque quand on regarde l'espace ouest africain, c'est une famille. Que vous allez du Nigeria au Ghana, à Abidjan, partout, c'est une famille. Parce que vous allez voir forcément des familles même qui portent les mêmes patronymes. Donc ça fait que il n'est pas possible de diviser une famille, mais on peut organiser, réorganiser et restructurer une famille. Alors, je pense que... Alors, lorsqu'on écoute un peu l'expert en question électorale, lui, pour lui, dans son analyse, dans sa compréhension, dans sa vision, il estime déjà que c'est quand même une démarche qui ne portera pas ses fruits. Alors, je vous pose la question, est-ce que cette mission est déjà une mission impossible, comme le pensent certains acteurs? Vous qui êtes analyste géopolitique, quelle est la lecture que vous faites de cette mission que certains qualifient déjà d'impossible? La mission, elle est impossible quand on n'est pas en mesure de réaliser l'objectif. Et l'objectif ici, il faut le savoir. L'objectif du président ghanéen, ce n'est pas de ramener au sein de la CEDEAO aujourd'hui les 3 États de l'AES. Ça, ce n'est plus... c'est pas d'actualité. C'est plus d'actualité. Ça, c'est clair. Les 3 pays ont marqué leurs différences et puis ont décidé de s'organiser entre eux. Donc, l'objectif, c'est pas aujourd'hui que le Mali, le Burkina Faso, le Niger décident de réintégrer la CEDEAO. Ça ne sera absolument pas faisable. Mais qu'est-ce qui est l'objectif ou qu'est-ce qui est caché derrière cette visite? Bien sûr, c'est de maintenir, comme il a dit, la collaboration avec ces États du Sahel. Oui, mais est-ce que ces États sont prêts à maintenir cette collaboration-là? Puis, je vais vous dire, oui, bien sûr, ces États sont prêts à le maintenir parce que nous avons des éléments qui nous permettent de l'affirmer. Et au nombre de ces éléments, d'abord, c'est cette volonté marquée récemment de maintenir le dialogue avec les acteurs à travers, quand bien même ils ont pu instituer le passeport, ils ont adopté le drapeau, vous allez entendre qu'ils disent que la libre circulation, c'est bien, parce qu'ils veulent la réciprocité également, bien sûr. Et donc, il y a cet élément. Donc, ils ne sont pas aussi si forts que ça, tous les 3 réunis? Non, ils ne sont pas... Est-ce qu'il faut dire qu'ils ne sont pas aussi forts que ça? Ils savent qu'ils seront davantage forts, davantage plus productifs s'ils maintiennent la collaboration avec les autres pays. Et qu'est-ce qui fait que cette fois-ci ça va marcher? Parce qu'il y a déjà eu des entreprises dans ce sens. Le président togolais a déjà reçu les dirigeants de l'AES pour essayer de maintenir la relation. Le président, le premier ministre sénégalais également s'est déjà lancé dans cette aventure. Et maintenant, le Ghanéen qui, lui, vient coiffer l'ensemble parce que c'est quelqu'un qui a déjà fait du rapprochement de l'AES une question de campagne. Donc, on l'a déjà vu venir. Et puis, c'est une nouvelle figure qui n'a pas participé. Une ancienne nouvelle figure. Oui. Non, je veux dire une ancienne figure une nouvelle figure dans ces fonctions qui n'a pas forcément participé à ce qui s'est passé. À tout ce qui s'est passé. Et donc, il y a cette crédibilité du nouveau président qui favorise davantage les choses et le conteste parce qu'il faut savoir que ces 3 États du Sahel font toujours face au terrorisme et n'ont pas encore réussi définitivement à l'endiguer et se rendent davantage compte qu'il faut mener cette lutte en étant en collaboration. Et c'est justement cela que le président ghanéen est en train de viser comme objectif, maintenir le dialogue, poursuivre la coopération, mais pas le retour dans l'espace CEDEAO. Alors justement, parlant du président ghanéen, est-ce que le choix porté sur sa personne est un choix judicieux?
Oh, c'est un choix judicieux, puisque la preuve, je pense que mon co-analyste l'a si bien dit, c'est il revient nouvellement. Il revient juste après qu'il y ait eu cet événement de cassure. Donc ça veut dire que c'est un 109. Vous voyez, dans un jeu, quand on envoie un nouveau joueur, c'est pour un nouveau souffle. C'est pour reprendre, pas à zéro, mais c'est pour une continuité un peu plus efficace et plus efficiente. Donc je pense que son choix n'est pas anodin. La preuve, le capitaine était présent à son investiture. Ça veut dire qu'il y a une certaine corrélation qui existe déjà entre lui et le meneur du jeu. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, dans l'AES, sans toutefois distinguer, le capitaine est celui qui sort la tête haute. Hein. Donc, ça veut dire que c'est celui qui aujourd'hui... Tête haute parce qu'il fait beaucoup de bruit, parce qu'il fait beaucoup de sorties médiatiques? Non, quand on parle de bruit ou de sorties médiatiques, je pense que c'est ceux qui n'ont pas vu Thomas Sankara vivant. Il est en train de faire ce qui est tout à fait normal pour pouvoir amener les gens à une nouvelle éducation de base politique et surtout sociale. Donc aujourd'hui, on voit les actions sur le terrain. C'est quelqu'un qui est concret. Ce qu'il dit est en train d'être fait. Je pense qu'en politique, c'est joindre la parole à l'acte qui fait un homme politique. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour ceux qui le voyaient encore comme ce petit capitaine, doivent comprendre que ce n'est plus de la même personne. C'est un homme d'État maintenant. Alors pour sortir de ce sujet, est-ce que les pays de l'AE sont-ils vraiment passés à autre chose? Est-ce que lorsqu'on scrute un peu leurs faits et gestes, nous sortons de la CEDEAO, mais nous voulons maintenir la libre circulation des personnes et des biens et autres avantages qui résulteraient de cette CEDEAO. Alors, d'où ma question, est-ce qu'ils sont vraiment passés à autre chose? Est-ce qu'ils sont vraiment passés à autre chose? On pourrait l'affirmer clairement si l'espace géographique de ces trois États, on arrivait à le déplacer de l'espace ouest-africain, ce qui voudra dire que définitivement, quoi qu'ils fassent, quelle que soit la rupture ou l'impression qu'ils veulent donner de se détacher complètement des affaires. On pourrait créer un nouvel espace, l'Afrique-Sahel par exemple. Non, mais l'espace géographique demeure toujours. On peut créer l'espace de façon conceptuelle en tant qu'organisation, bien sûr, mais est-ce que cela veut dire que les Burkinabés, les Nigériens, les Maliens ne vont pas aller au Bénin, au Togo, ainsi de suite? Ça, c'est cette relation entre les peuples-là qui est toujours maintenue, et cela oblige les dirigeants, les acteurs à prendre en compte cette réalité et à y faire avec, malgré la rupture que ces personnes veulent démontrer. Bien sûr, sur la forme, nous avons constaté que c'est un changement de paradigme. En fait, tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils promeuvent, on constate que là maintenant, nous sommes en train de changer complètement de paradigme. Maintenant, dans les faits, est-ce qu'il faut changer le paradigme et demeurer non pas pragmatique? Non, parce que le pragmatisme dans ce cas s'impose complètement à eux. Alors, le changement va se retrouver peut-être au niveau de la gestion des affaires. Entre ces trois États, le changement va s'opérer au niveau de la position de ces trois États par rapport aux différentes questions internationales. Le changement va s'effectuer évidemment, bien sûr, dans la gestion optimale de la crise sécuritaire du point de vue de ces acteurs-là. Et donc, ce sont des points essentiels du changement. Maintenant, pour ce qui est de la libre circulation des biens et des personnes, pour ce qui est de maintenir, parce qu'ils partagent toujours la même monnaie, on n'est pas encore arrivé à créer une monnaie pour l'AES, puisqu'ils partagent la même monnaie, les taux d'échange, les banques qui émettent ces monnaies sont en train de circuler, vont fonctionner logiquement en relation avec ces trois États-là. Donc, ce qui voudra dire que séparés, mais pas très séparés. Séparés, mais pas très séparés. Là, nous faisons notre escale du côté du Gabon. 23 candidats ont déposé leur dossier pour la présidentielle 2025. Là, je me retourne vers vous. Ils étaient 23. Donc, Clotaire Brice Oligui Nguema. Oui, madame la journaliste, je pense qu'au niveau du Gabon, la seule chose qu'on puisse déjà déplorer aujourd'hui, c'est ce nombre pléthorique de candidatures, parce que pour un pays qui est estimé à
moins de 5 millions d'habitants, il n'est plus très assez compréhensible qu'on puisse avoir autant de candidats. Mais on a quand même retenu 4. Oui, ils étaient 23, mais 4 non, c'est pour sont dire, sur liste. justement, je veux faire un peu de la genèse, pour dire que dans un État qui aujourd'hui est en train de se retrouver, parce qu'il faut dire qu'après le coup d'État, bon, je n'appelle pas ça coup d'État, après la révolution du palais, tel qu'on le dit, et qui est vrai, je pense que celui qui est là aujourd'hui, comme président de transition, avait pris sur lui certaines résolutions de rectifier les erreurs du passé. Rectifier les erreurs du passé, c'est quoi? C'était d'abord réorganiser la classe politique gabonaise. C'est la première des choses. Permettre aux partis politiques de se fondre, de faire des blocs. Parce qu'aujourd'hui, cette histoire de partis politiques fait partie aussi, en quelque sorte, des problèmes que nous rencontrons dans nos États. Parce que tellement il y a des divergences au sein des partis que des gens se baladent en main avec, qui n'ont même pas de siège, qui n'ont aucune représentation, mais qui, moment venu, dans les moments sensibles tels que l'élection, surgissent pour chercher, deviennent des fonds de commerce et racontent n'importe quoi à travers. Donc, il faut réorganiser par là. Alors, pour dire que l'actualité du jour qui s'est portée sur le président de transition, c'est vrai, quand il avait pris le règne de la transition, il avait si bien dit, je rendrai le pouvoir aux civils. Je vais faire ce qu'il y a à faire, question de remettre la calmie sur pied et de passer la main. Bon, aujourd'hui, nous, en tant qu'analystes politiques et surtout qui sommes visionnaires de la scène politique africaine et surtout de chez nous, de l'Afrique centrale, vous savez, le pouvoir chez nous, c'est vraiment de l'opium. Il n'est pas facile pour un homme d'État, surtout de l'Afrique centrale, aussi facilement de remettre le pouvoir. Mais dans le cas spécifique du Gabon, je pense, à mon avis, qu'il serait très prématuré que celui-là remette le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il est non seulement un homme en tenue, qui a pris le pouvoir. Il a demandé une disponibilité, hein? Il a pris la mise en disponibilité. Justement, mais ça n'enlève pas ce qu'il a fait. Il a fait toute sa vie une carrière. On ne peut pas, du jour au lendemain, effacer une carrière. Ça, c'est juste une forme. C'est une forme politique pour pouvoir passer de la tenue à la veste, c'est tout. Mais sinon, en temps normal, c'est un homme d'armée. C'est un homme qui a tenu très longtemps auprès du premier président. Je ne veux pas le premier président, mais le président qui a le plus mis long. Voilà, et qui a été toujours son assistant durant des longues années et qui connaît les rouages du palais, qui connaît le fonctionnement du pays. Donc aujourd'hui, je pense que s'il faille qu'on rentre dans les calculs qui peuvent apporter un plus au Gabon, c'est de lui laisser cette chance-là. Si l'élection devrait être démocratique et qu'il soit élu, je pense qu'à partir de cet instant, lui-même personnellement va mesurer le poids de la vie politique de la nation. De toutes les façons, vous êtes un expert en question électorale et le moment venu, nous aurons certainement sur ce plateau pour décrypter encore cette actualité gabonaise. Alors, le président de transition, il a été quand même le premier à déposer ses dossiers avant les autres candidats. Alors, comment analysez-vous cet acte-là du président de transition? Est-ce que c'est une pure stratégie ou alors il veut juste dire j'ai décidé de partir, on y va? Il a fait savoir, il a semé le doute à un moment donné, mais au niveau des analystes, nous savons déjà qu'il allait se présenter en tant que candidat. Parce que c'est plus un événement nouveau en Afrique, hein. Ça s'est répété à plusieurs reprises, donc on n'est pas surpris. Cette promptitude à déposer la candidature veut donner l'image de quelqu'un qui est exemplaire, bien sûr, qui a rempli tout. Qui veut donner, vous avez l'impression qu'il ne l'est pas? Non, j'ai pas l'impression, mais c'est le message qu'il veut nous faire passer, qu'il est exemplaire, que tout est normal et qu'il est en mesure de se présenter en tant que candidat à la présidence de la République. Et effectivement, c'est ce que nous avons pu observer. Et l'autre question, c'est de savoir s'il va pouvoir remporter ces élections. Est-ce qu'il a le soutien nécessaire pour le faire? Moi, je pense qu'en l'état actuel des choses, rien ne l'empêche d'être élu. Nous avons vu aux dernières élections au Gabon, l'élection juste après lesquelles le président a été renversé. Je veux parler d'Ali Bongo. Le principal opposant qui a su rafler un certain nombre de voix, qui est normalement, selon
ce qui est dit dans les coulisses, celui qui devait prendre le pouvoir, c'était bien Albert Ondossa, le professeur, mais qui se désiste maintenant. Mais on se demande pourquoi. L'idée, c'est clair, il avait déjà marqué sa proximité avec Brice Clotaire Oligui Nguema, bien sûr, et dans ce jeu politique, il apporte son soutien à ce dernier. Voilà, à ce dernier. Et donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui pour que l'on puisse voir le président de la transition ne pas briguer la magistrature suprême à l'issue des élections. Maintenant, la véritable question, c'est qu'est-ce qu'il va en faire réellement? Quels sont les projets sur la table? Est-ce que nous allons assister à un changement drastique de tout ce que l'on a pu observer au Gabon pendant longtemps? Est-ce que la vie des populations serait améliorée comme ceux-ci sont en train de l'espérer? Est-ce qu'on va constater vraiment la différence entre le régime d'Ali Bongo et celui qu'il va installer, étant donné qu'il a été pendant longtemps dans le rouage, dans le système? La crainte, c'est de le voir après les élections verser dans la logique ancienne que les populations souhaiteraient vraiment qu'il y ait d'amélioration. Alors, vous qui maîtrisez un peu le paysage politique africain, en particulier celui de l'Afrique centrale, on a constaté que pour ces élections, le président de transition du Gabon n'est pas investi par un parti politique, mais il va plutôt avec son mouvement politique des bâtisseurs. Peut-il être le choix payant? Bon, je pense qu'ici, il n'était plus question de parti politique, puisque quand il a renversé, il n'a pas renversé au nom d'un parti politique, il a renversé au nom d'un mouvement républicain. Il est venu comme tout citoyen qui pouvait sauver un bateau qui était en voie d'être chaviré. Donc aujourd'hui, parti politique ou indépendant, ou sur n'importe quelle bannière, je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est qu'il est candidat. Et nous sommes déjà sûrs que sa candidature est validée. Et la population gabonaise, il faut aussi dire quelque part, est restée très attachée à ce dernier. Parce que vous savez, quand une situation brûle et que n'importe qui arrive, même soit-il étranger, je pense que parfois les gens s'y accrochent simplement parce qu'il veut être sauvé. Donc aujourd'hui, il est arrivé au Gabon comme un messie. Et il n'a pas aussi démérité parce que depuis son arrivée, nous le suivons au Gabon. Et je pense que des chantiers sur lesquels le Gabon avait attendu des décennies, qui étaient simplement des choses basiques telles que de l'eau à boire, que vous pouvez comprendre aujourd'hui, à ce siècle-ci, un peuple qui est en plein capital, au XXIe siècle, manquait encore de l'eau à boire. Je pense qu'il s'y est penché là-dessus. Il s'y est penché également sur les chantiers routiers que nous avons vus, des routes qui, pendant des décennies au Gabon, n'avaient jamais vu un grain de béton, aujourd'hui, qui ont été même non seulement achevés, mais qui ont même poursuivi d'autres kilomètres. Donc ça veut dire qu'il n'a pas démérité pour un début, surtout en période transitoire. Maintenant qu'il sera élu, je pense qu'il aura dans les... Vous êtes déjà sûr qu'il sera élu? Je suis sûr, je sais, j'ai des indices pour le dire. Et maintenant, je pense qu'il aura des coudées franches. Il aura plus la lassitude et la liberté d'engendrer des dettes, si possible, pour reconstruire davantage le Gabon. Et la seule chose qui nous a intéressés dans ce qu'il a apporté après la charte lors des référendums, c'est celui d'insister sur le fait que les mandats soient limités dorénavant au Gabon. Aucun président ne fera plus au-delà de 2 mandats au Gabon. C'est des hommes qui écrivent, c'est des hommes aussi qui changent la donne. Hein? Oui, je pense que quand nous parlons d'une charte, il y a une société civile quand même au Gabon. Hein. Il faut le dire que dans les pays de l'Afrique centrale, le Gabon quand même aujourd'hui n'a pas sombré en ce qui concerne la société civile. Et je pense qu'il veille au grain. Même actuellement, ce n'est pas tout le monde qui a été d'accord avec sa candidature. Ils y sont exprimés. Donc ça veut dire que la démocratie est en train de revivre au Gabon. Et on ne peut que l'encourager parce que nous ne pouvons nous appuyer sur aucun levier pour contester ce que le peuple légitime et souverain du Gabon aimerait ou aurait souhaité. On ne peut pas parler à leur place. Donc la seule chose, c'est qu'on puisse souhaiter qu'une élection pacifique, sereine et surtout démocratique puisse se dérouler au Gabon. Cap au niveau de la Bosnie-Herzégovine, les lois séparatistes du président de l'entité serbe suspendues par la justice depuis quelques semaines, la Bosnie fait face à une nouvelle crise et pas des moindres, monsieur Akoté.
Oui, justement, et cette partie du monde est une partie assez chrysogène. Nous avons déjà vu de par le passé les situations liées à la difficulté d'acceptation des uns des autres. C'est ce qui fondamentalement... C'est le quotidien des Balkans, hein? Oui, justement, c'est le quotidien des Balkans, comme le nom le dit, des Balkans. Des Balkans. Bien sûr. Donc, c'est une situation qu'il faut gérer et je pense que la suspension des lois séparatistes, comme vous les avez évoqués, s'inscrivent dans une logique de gérer la crise qui est en train d'émerger en raison de ces lois-là. Et puis, sur le continent, là, il y a déjà assez de conflits pour que l'on puisse remettre en cause, l'on puisse créer un autre foyer de conflit. Et quand il s'agit des Balkans, il y a quelque chose de spécifique à ces États, c'est que quand les conflits commencent à se dérouler dans cette zone, ce sont des grandes puissances qui s'affrontent suffisamment. Et le monde en ce moment n'a pas besoin de ce genre d'un nouveau front. Voilà, d'un nouveau front, justement. Et puis, je pense que le président Donald Trump, qui lui également ne veut pas un nouveau front actuellement, devrait déjà activer les leviers diplomatiques nécessaires pour éviter le fait que cette situation puisse dégénérer. Alors, il ne faut que saluer cette suspension. Nous n'allons pas nous arrêter à la simple suspension. Il faut complètement mettre fin à ces lois qui nourrissent des rancœurs, des tensions entre les différents peuples qui constituent cet espace géographique pour éviter davantage des questions de crise sécuritaire, de crise humanitaire, comme on l'observe déjà un peu partout dans le monde. Alors cette nouvelle crise bosniaque nous rappelle, M. Jacep, qu'au niveau des Balkans, tout peut aller en vrille à n'importe quel moment. Donc dans cette partie du monde, on est toujours sur le qui-vive. Alors en quoi cette décision du président de l'entité serbe est une menace pour l'intégrité du pays? Oui, je pense que, comme mon co-panéliste l'a si bien dit, le monde aujourd'hui n'a plus besoin d'un nouveau front. Au-delà même de ce qui se passe et qui aujourd'hui est sur des pieds d'escale avec une négociation assez poussée pour que cela puisse s'arrêter, il faut comprendre que toute crise qui débouche dans n'importe quelle condition devient une crise généralisée. Parce que toutes les grandes puissances qui aujourd'hui, vous le savez, sont toujours à la base des financements, que ce soit en développement ou des financements de guerre, sont aujourd'hui aussi en baisse de régime. Donc, ce qui fait que cela peut être même aujourd'hui une chance. Une chance parce que ceux qui pouvaient se pencher, puisque vous savez, la guerre, c'est des calculs financiers, hein, c'est des calculs, c'est des jeux politiques qui chacun cherche à trouver son gagne-pain quotidien au détriment des vies humaines. Donc aujourd'hui, la chance que nous avons de ce côté et dont nous sommes en train de saluer vivement cette suspension déjà, qui vont permettre autant à toutes ces personnes, à tous ces acteurs de réfléchir et de revoir sur un nouveau départ, qu'il n'y aura pas de mouvement de guerre par là. Pourquoi? Parce que ceux qui sont censés souvent activer cette foyer de tension sont aujourd'hui pris même ils sont sous tension. Ils sont sous tension et ils sont pris au piège. Donc vous comprenez tout de suite que ça c'est un avantage pour nous parce que la vie humaine est sacrée, qu'elle soit africaine, européenne, asiatique ou tout, c'est sacré. Il ne nous revient pas tout le temps d'être fiers ou d'être heureux de savoir que de par le monde, les gens tombent. Parce que c'est des innocents. Il faut avouer qu'aujourd'hui, c'est vrai, sur la position, la géopolitique mondiale, nous disons nous avons élu les chefs d'État, mais parfois ça se trouve faux ou contraire à ce que nous pensons. Parce qu'il faut dire qu'il y a d'autres entités invisibles qui contrôlent justement ces chefs d'État que nous pensons avoir élus. D'accord. Donc ce qui fait qu'en dessous de cela, tout ce que nous prions, c'est qu'ils peuvent faire tout ceci, mais à chaque fois, il faut qu'eux-mêmes ils soient en difficulté pour nous permettre de vivre. Alors justement, à l'étape actuelle où les uns les autres réclament la cession et qui est surtout revendiquée par l'entité serbe de la Bosnie, est-ce que cette revendication peut porter des fruits? Vous savez, en l'état actuel des choses dans les Balkans, il faut dire que les revendications sont mesurées, sont contrôlées. Oui, c'est mesuré, c'est contrôlé, mais le tambour serbe bat énormément fort. Hein? Oui, et puis nous avons déjà vu de par le passé la réponse militaire à toute cette revendication. Et je pense que la réponse militaire assez forte qui a été apportée
a quand même dissuadé pendant un bon bout de temps déjà ces revendications, quand bien même elles existent toujours. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut dire que la question territoriale, les revendications menées par l'entité serbe, est-ce que cela pourrait aboutir? Je dirais, si la lutte est bien menée, oui, mais est-ce que cela peut se faire actuellement si les États, les grandes puissances ne le permettent pas? Parce que déjà, à ce niveau, il faut comprendre que cette division n'est favorable pour personne. Je veux parler des États-Unis, de la France. C'est pourquoi ils ont toujours lutté pour que cette entité puisse être unique, soit pas unique, mais il y a une certaine unicité. Et donc aujourd'hui, les revendications ne peuvent pas aboutir si nous observons tout ce que nous avons à observer. Oui, mais lorsqu'on prend un peu le cas de la Bosnie, c'est quand même un pays où nous avons une partie serbe, une partie croate, bosniaque également. On sait généralement que c'est la petite étincelle. Et quand on voit un peu comment est-ce que ça se passe aujourd'hui dans les Balkans où les Serbes se retrouvent dans tout ce qui peut avoir comme petit conflit, effritement, dans cette partie du monde, on se pose donc la question de savoir est-ce que cette décision de récession ne sera pas porteuse? Est-ce qu'elle n'est pas déjà soutenue en arrière par la Serbie elle-même? Je pense que la décision de suspension peut avoir un effet contraire, hein, parce que l'objectif recherché, c'est d'éviter les divisions et tout cela. Mais il faut dire qu'il y a dans ce genre de situation les fanatiques qui semblent être nombreux aujourd'hui. Oui, hein? Qui, quoi qu'on dise, c'est ce qui nous amène justement à parler de ce sujet. Sinon, normalement, si on a suspendu les lois séparatistes, c'est bien pour le peuple, mais le fait qu'il y a ces fanatiques, ces personnes qui ne veulent pas lâcher du tout, c'est ce qui nous amène à nous poser la question de savoir, mais est-ce que ces personnes ne vont pas suffisamment s'organiser pour déstabiliser ce qu'on est en train de construire? Et aujourd'hui, ces personnes-là, pour que ces personnes soient bien organisées et puissent avoir de l'effet, il faut qu'il y ait un soutien international. Et ce soutien international n'est pas prêt d'arriver actuellement quand nous voyons le contexte mondial. Personne n'a envie de faire la guerre, même Poutine. Il n'a pas envie de faire la guerre actuellement. Alors justement, parlant de Poutine, hein, on le sait, on sait que ce président d'entité serbe est très proche de Vladimir Poutine. Est-ce que ce rapprochement pourrait envenimer la situation dans les Balkans? Non, moi je pense que le tout est dit, hein, puisque Poutine aujourd'hui lui-même n'a pas la tête sur les épaules, puisque ce qui est en train de se passer semblait être facile, mais ce qui était facile là devient difficile. Donc il faut dire que le rapprochement peut être personnel et individuel, mais si on va dans le sens collectif, je pense que après toutes nos analyses faites, nous allons nous rendre compte que cette suspension fait du bien à tout le monde. Et je vous assure, il n'y aura personne qui pourra outrepasser ce qui est en train d'être fait. Parce que l'unicité présentement sur cette terre géographique permettra d'éviter beaucoup de foyers de sous-tension. Parce qu'il faut dire que généralement, quand vous voyez des organisations qui sont parfois très radicales et qui amènent souvent à ces conflits, c'est parce que justement, ils ont des mains noires en bas qui sont en train de financer. Mais aujourd'hui, je vous dis que la rivière a tari parce que ceux qui donnaient la guerre de Russo-Ukraine pour deux États ont compris que c'est le risque de la troisième guerre mondiale qui s'annonçait, puisque quand Trump le disait à Zelensky, il le disait en connaissant de cause. Il ne le disait pas par plaisanterie, il le disait parce qu'il connaît le nombre de puissances qui sont alignées derrière l'Ukraine pour attaquer la Russie. Et ils connaissent aujourd'hui de quoi la Russie est capable en termes de réponse. Donc vous comprenez que pour éviter et faire l'économie, non seulement, je veux dire surtout humaine, parce qu'aujourd'hui le monde est capitaliste, on ne parle que de l'argent, on ne parle que de ci, mais il y a aussi le plus grand capital, c'est le capital humain. Donc aujourd'hui, quand on regarde les nombres des enfants forcés en Ukraine pour aller combattre et qui sont en train de perdre leur vie par inexpérience et surtout même par non-volonté, vous comprenez que c'est des pertes inutiles. Et qui demain, l'Ukraine étant rétablie, qui va vivre en Ukraine, qui va travailler en Ukraine, qui va diriger l'Ukraine? Donc vous comprenez que c'est de la folie des hommes, c'est la folie humaine. Et je pense qu'en dehors de ça, il n'y a rien à l'horizon.
Permettez-moi d'ajouter un élément. Très rapidement, très rapidement. C'est la question à travailler, la question de la nation. Comment amener ces différentes couches de cette région-là à vivre ensemble. Et c'est le principal défi des autres, que ce soit des acteurs internationaux et des acteurs sur place même. Et ce serait difficile à faire. Une fois que ça ne serait pas difficile, ça ne serait pas fait, il y aura toujours, nous aurons toujours à parler de ces crises-là qui vont éclater de temps en temps. Donc il faut que les acteurs mettent l'accent sur le vivre ensemble, qu'on crée des conditions pour amener ces acteurs, ces différentes couches de la société à s'accepter. Et il faut le faire non seulement en Serbie, il faut le faire également à Gaza, en Israël et un peu partout où ces conflits-là éclatent, même en Centrafrique. Nous quittons la Bosnie pour la Méditerranée. Massacre des civils alaouites, des témoignages confirmés. Les forces syriennes auraient tué plus de 500 civils alaouites depuis le 6 mars. Oui, madame la journaliste, c'est déplorable. C'est déplorable, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une fois de plus, la question syrienne a démontré que la politique mondiale est une forfaiture. C'est une forfaiture parce que nous avons vu également ce qui s'est passé en Afghanistan. Vous ne pouvez pas, après de nombreuses années, à éviter une frange de radicalisme, prendre le pouvoir et exposer des populations à cette lutte et du jour au lendemain les laisser tomber. Ça veut dire qu'ils sont des laissés pour compte. Et c'est tout à fait normal qu'on assiste à ces exécutions parce que c'était des gens qui étaient radicalisés face à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc il y a un règlement de compte. Ça c'est automatique. Et ça, pour le faire, il fallait justement que la communauté internationale qui aujourd'hui brandit celui qui hier on appelait, terroriste, rebelle, tout ce qu'on lui donnait comme bon nom, qui aujourd'hui l'encadre, l'habille et on l'a vêtu. C'est un homme nouveau, hein, le nouveau homme fort de Damas, c'est un homme nouveau, on l'a vu. Il n'a plus ses turbans, il s'est taillé la barbe, il est dans les coutumes occidentaux. Voilà, donc c'est un homme nouveau. Il est homme nouveau, mais homme nouveau ne veut pas dire exécution des autres pour sa survie. Mais nous n'avons pas la garantie. Non, puisque si nous en débattons, c'est parce qu'il y a eu des informations qui sont relatives à cela. Sinon, je pense que pour un grand média sérieux comme ce plateau où nous avons toujours débattu, on n'a jamais donné un sujet hasardeux. Si on donne le sujet, ça veut dire qu'il y avait objet à débattre. Alors, donc, je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné, cette géopolitique mondiale puisse, comme je l'ai toujours dit dans tous mes débats, prioriser le capital humain. Parce qu'au-delà de nos calculs d'intérêts, ces intérêts-là profitent à qui? Si toutes ces populations aujourd'hui parvenaient à disparaître. Alors, monsieur l'analyste géopolitique, certains estiment que ces tueries ne sont pas anonymes. Les anciens du régime de Damas seraient en train de régler leurs comptes. Ah oui, vous savez, dans les relations internationales, c'est quelque chose qui est assez présent et qu'il faut remarquer. Le nouveau régime doit maintenant se stabiliser concrètement et prendre le contrôle du territoire, puisque jusque-là, c'est vrai, il y a le balai diplomatique et tout le reste, mais il reste le maintien du territoire, le contrôle de tout le territoire qui est une nécessité pour ce régime. Et si le régime n'arrive pas à contrôler le territoire, tout ce qu'on peut appeler comme politique publique, réalisation, tout ce qu'il faut apporter aux Syriens, ça ne sera pas faisable. Et le défi était déjà perceptif. C'est pourquoi, lors des tournées diplomatiques, les acteurs internationaux, les autres États ont attiré l'attention, mais il faut savoir régler la question des minorités, il faut savoir régler la question des différences de différents groupes. Et c'est justement là le plus grand défi du nouveau régime. Et parlant des exactions, c'est quelque chose qui est c'est malheureux, mais c'est quelque chose qui était prévisible, parce qu'il faut dire que, comme il l'a dit déjà, il y a l'ancien régime avait des fidèles et qui certainement ne vont pas accepter
le fait que... Mais des fidèles qui ont pris la clé des champs quand ça a commencé par chauffer. Hein? Non, mais ça, ce sont ceux que nous connaissons. Ce sont les dirigeants, les Donc, vous autorités. voulez dire que parmi les populations, il y a toujours ces fidèles-là qui sont là? Il y a ces fidèles-là qui estiment que leur vie est menacée par crainte déjà, parce que ce que l'ancien régime a déjà fait subir au régime qui est en train de se mettre en place, ils se disent, ben, si on ne se révolte pas, si on n'arrive pas à avoir le contrôle de nous-mêmes, alors ces personnes vont nous tabasser, vont nous maltraiter suffisamment. Et donc, pour cela, cette crainte-là d'abord les amène à se rebeller. Et deuxième élément, c'est le fait que Bachar al-Assad ne serait pas loin de tout cela. Bien sûr, il est tapis dans l'ombre, c'est ça? Oui, il est dans l'ombre, mais il peut tirer les ficelles et rendre difficile la vie à ce régime. Et dans toute cette situation, qui pèse, ce sont les Syriens. Et c'est ce qui est dommageable et c'est ce qu'il faudra corriger désormais. Mais si le régime arrive à mettre ensemble cette nation composée de différents groupes, arrive à les réunir, à former une Syrie unique, une Syrie unie, je pense que ce serait la plus grande victoire de Al-Shara. Alors, cette situation nous démontre une fois encore la problématique, celle qui est de démontrer que le pouvoir syrien ne maîtrise pas encore totalement le pays. Alors, croyez-vous qu'avec cette nouvelle vague de tueries, nous allons assister à une nouvelle instabilité du côté de la Syrie? Bon, ben aujourd'hui, il faut dire que c'est plus sur la question internationale, c'est-à-dire extérieure. Parce qu'à l'intérieur, ils contrôlent. Il n'y a pas dans un pays, quelle que soit la résistance, les poches de résistance, être au-dessus de l'État. Parce que l'État, c'est quoi? C'est une machine aujourd'hui qui a tous les moyens et les possibilités. Oui, mais est-ce qu'il a déjà réussi à installer cette machine-là? Non, la machine est en train d'être prise parce qu'à partir du moment où il fait déjà des sorties, c'est pourquoi? C'est pour faire des appels de fonds, c'est pour faire un réarmement, c'est pour réarmer et réorganiser. Il a besoin aujourd'hui de la main extérieure pour pouvoir se réorganiser. Ça, tout le monde le sait. Mais maintenant, le problème qui est en train de vouloir se passer en Syrie, c'est que s'il fallait que je donne un conseil aux Syriens, c'est d'abord, pour un début, de se soumettre à l'État. Parce qu'on ne fait pas la tête à l'État. Pourquoi? Parce qu'il a eu beaucoup de résistance par le passé, parce qu'on savait que ce régime qui est aujourd'hui en place n'était pas les enfants du cœur, premièrement. Et de deux, les revendications qu'ils longtemps, ils ont fait, comme nous on disait par le passé dans la rébellion, étaient des revendications qui aujourd'hui, ils vont forcément vouloir imposer cette loi-là à une république qui marchait autrement. Donc ça veut dire qu'il est faux non seulement du temps, mais je parie qu'il n'y aura plus de résistance dans ce pays parce que ils ne sont pas venus démocratiquement pour dire qu'il y aura une difficulté à imposer leur loi. Ils sont venus par les armes et je pense qu'ils vont régner pour un bon moment par les armes. Et qui dit par les armes dit tuerie. Donc il y aura des exactions. Ce qu'on vient de dire là n'est qu'un début, hein. Ce n'est qu'un commencement. Mais moi je sais, pour que la vie puisse reprendre son cours normal, on aura assez des exactions en Syrie. Ça c'est sûr, ça vient encore. Terminons par les États-Unis. Les subventions de l'Université de Columbia coupées par Donald Trump. Aucun secteur n'échappe à la Trumpmania. Ah oui, effectivement. Hein. Donald Trump, il fait du ménage un peu partout. Et dans ce cas précis, ces subventions a une raison donnée. Il y a la raison cachée. La raison cachée, bien sûr, c'est que Donald Trump ne veut pas trop dépenser. Il veut relever le pouvoir d'achat des Américains. Et pour cela, il fait des coupes partout où il est possible de le faire. Maintenant, le prétexte trouvé, bien sûr, c'est le fait que cette université n'a pas réagi comme cela se doit au mouvement entre griffes antisémitistes qui se sont déroulés. Et cela, nous savons bien, cette université, il y a eu beaucoup de manifestations pendant les périodes assez chaudes de Gaza et que le régime de Biden, la présidence Biden n'a pas bien géré selon Donald Trump, bien sûr. Et dans le cas d'espèce, ce que nous pouvons remarquer, l'action entreprise par Donald Trump a deux conséquences. Il peut en tirer deux avantages. Premier avantage, d'abord, c'est de se
rapprocher davantage de Benjamin Netanyahou et de pouvoir lui imposer ses conditions pour la paix. Parce que ne nous trompons pas, Donald Trump veut finir avec la situation à Gaza et Benjamin Netanyahou le sait très bien. Et pour conforter Benjamin Netanyahou, pour se rapprocher de la personne de Benjamin Netanyahou et enfin lui imposer ce qui est la stratégie de Donald Trump et enfin lui imposer les conditions de paix, il faudra bien sûr montrer que Donald Trump est en train de soutenir la cause de l'État juif. Et l'autre élément, l'autre avantage qu'il en tire également, c'est la capacité de pouvoir restructurer l'économie, de pouvoir donner le pouvoir d'achat nécessaire qu'il faut aux Américains, parce que c'est fondamentalement cela qui a justifié son élection. Et donc, c'est l'analyse que nous pouvons faire de la situation. Alors, il s'attaque aux finances de la prestigieuse Université Columbia. Est-ce que ce ne serait pas une erreur fatale pour Donald Trump? Bon, moi personnellement, je pense que Donald Trump, pour ce second mandat, est dans la phase de règlement de comptes politiques. Moi, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire que les règlements politiques. Parce que lui, aujourd'hui, sur toutes les lois qu'il a prises, je vous assure, il y a des lois vraiment qui sont des lois, je peux dire, à la limite même un peu cyniques. Pourquoi? Parce que ça dépend. Il est comme ça en train d'engager la vie des millions de personnes. Et quand on parle de l'université de par le monde, on parle de l'université de savoir, on parle je veux dire, du réservoir de l'avenir d'un État. Donc on ne s'amuse pas. Quand on parle de vouloir redresser l'économie, ce n'est pas dans le secteur éducatif. Je suis désolé, quand nous parlons aujourd'hui de l'économie, même n'étant pas économiste, je sais que tout ce qui fait face à la douane, tout ce qui fait face à tout ce qui peut faire revenu, qui génère dans le pays, peut peut-être être revu en termes de fiscalité pour pouvoir peut-être engranger davantage des fonds pour renflouer les caisses d'État, mais pas suspendre des subventions dans une université. Mais vous savez, une université engage beaucoup de domaines. Il n'y a pas seulement les études, il y a la recherche, c'est assez vaste. C'est assez vaste. Donc aujourd'hui, nous pensons tout de suite qu'il est en train de mettre cette université à la dérive. Et nous savons quelle importance cette université a toujours eu pour le système éducatif américain. Donc c'est pour dire que ce monsieur n'est pas venu cette fois-ci pour gouverner simplement. Il est venu gouverner avec beaucoup de complications parce qu'il donne l'impression qu'il est le centre de toutes choses. Je peux arrêter la guerre par un bâton magique par-ci, par-là. Ça veut dire c'est quand vous allumez un feu que vous savez comment l'éteindre. Donc s'il fait partie de ceux qui l'ont allumé, il n'y a pas de problème. Nous attendons qu'il les éteigne. Mais avant de les éteindre, il ne faut pas qu'il engage encore d'autres situations dramatiques dans le pays. Je pense que l'Amérique a d'autres choses, a plusieurs choses qui peut lui apporter des moyens pour faire vivre les Américains que de suspendre des subventions dans les universités. Dernière question, avant de clôturer cette émission. Est-ce que suspendre les subventions, couper, même pas suspendre, couper les subventions de Columbia, est-ce que c'est pas, Donald Trump n'est pas là en train de mettre en danger la liberté académique aux États-Unis? Quand on sait ce que le secteur éducatif vaut aux États-Unis. Oui, vous savez, ça peut donner lieu à toute forme d'interprétation, mais c'est le président qui connaît de plus en plus ce que apporte cette université bien sûr aux États-Unis et qui comprend davantage les enjeux. Moi, je n'irai pas dans le sens qu'il est en train de faire un règlement de compte. Parce que même s'il est en train de faire des règlements de compte, si on suppose cela, c'est pour cela que les Américains l'ont élu. Il a eu un vote populaire assez important. Pour régler des comptes? Oui, non, pas pour régler des situations qu'il faut régler. En allant couper les subventions des universités? Non, pas des universités, d'une université précise pour une raison. C'est Columbia, demain ce sera qui peut-être Princeton ou Harvard, et que sais-je encore. Peut-être que demain même, parce que Donald Trump c'est quelqu'un qui prend des décisions et qui, compte tenu de son pragmatisme, peut revoir cette décision si actuellement il estime que la meilleure chose à faire, parce qu'il peut s'agir simplement d'un jeu politique ou d'un message à faire passer à l'université, compte tenu de certaines considérations que nous ne savons forcément pas. Donc, il peut s'agir d'un message adressé à l'Université de Columbia. Et si les choses vont dans le bon sens, étant pragmatique qu'il est, il peut décider de revenir sur sa décision
et de revoir les choses. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi 10 mars 2025, où j'ai reçu pour vous monsieur Guingamp Cyril Chassep. Il est expert en questions électorales. Merci. Merci. J'espère que vous n'allez plus vous faire faux bon les fois à venir. Non, non, non. Nous avons été toujours habitués et nous pensons que cet espace est un espace très sérieux et crédible pour ne pas faire de faux bon. Merci, Marcel Akouete. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique. Toute l'équipe de production vous remercie de nous avoir suivis. Retrouvons-nous le lundi prochain pour d'autres actualités. Ça se passe toujours tous les lundis après-midi sur ESAE Télévision, la meilleure des web TV.